Les problèmes écologiques ont pris progressivement de l'ampleur. Les Romains jetaient leur eau sale dans la Méditerranée. Il n'y avait pas de station d'épuration. Mais il n'y avait pas beaucoup de Romains et la Méditerranée est grande. Ces problèmes d'érosion de la biodiversité, de pollution qui existent depuis que l'humanité existe, ont atteint l'événement important qui s'est passé, c'est qu'on peut situer, je dirais, après la dernière guerre, c'est-à-dire dans les années 1950, le moment où l'impact de l'industrie humaine est devenu majeur comme agent de transformation de la planète. Aujourd'hui, nous sommes un agent majeur de transformation de la planète. Nous acidifions l'océan, nous augmentons la température, nos pollutions se retrouvent jusqu'au pôle Nord. Et c'est le moment où l'impact de l'être humain est devenu appréciablement comparable, est devenu un impact majeur qui influence, je pense, mais ça n'est pas quelque chose. Les êtres humains ont commencé à éliminer les bêtes sauvages dès le départ d'Homo sapiens pour les grandes migrations où ils ont détruit tous les mastodontes, les mammouths, tous les animaux. On a sous les yeux la liste des espèces qui sont disparues. Homo sapiens, c'est vraiment une espèce saccageuse. Partout où il arrive, et les oiseaux au sol disparaissent, mais au départ, ce n'était pas très important parce que la planète est grande. Ce qui se passe, c'est que la planète n'est pas infinie. La planète n'est pas infinie et l'action d'une espèce est devenue majeure à l'échelle de la planète. Aucune espèce n'avait réussi cela jusqu'à nous auparavant. Et c'est, je pense, c'est là qu'est le clash. C'est le moment où notre influence est à l'échelle de la planète. Un exemple très simple, c'est l'azote. Par exemple, l'azote, les échanges entre l'azote de l'air et l'azote des plantes, ça a toujours existé avec les champignons, mais ça représentait une petite quantité. Maintenant qu'on a découvert ces procédés qui nous permettent de fixer l'azote, nous jetons dans l'atmosphère 10 fois plus d'azote qu'avant, et 10 fois plus d'azote qui s'en rejette de même. Le gaz carbonique, c'est la même chose. Au début de l'ère industrielle, c'était par année 1 milliard de tonnes de carbone lancées dans l'atmosphère par l'érosion, par les volcans, 1 milliard de tonnes absorbées par les océans. Maintenant, on est à 8 milliards émis et l'océan est resté à 1 milliard et en fait, il a un peu diminué parce que l'augmentation de température a pour effet de diminuer la capacité d'absorption du gaz carbonique par l'océan. Vous voyez, l'important, le plus grave, c'est pas ce que nous faisons, c'est que nous le faisons vite. Nous ne faisons pas, nos phénomènes ne sont pas à l'échelle des temps de la nature. Les échelles de temps sont longs. Par exemple, pour rétablir cet équilibre, ça prendrait quelques centaines de milliers d'années au moins. Nous, en quelques décennies, nous avons multiplié par 10 la quantité de gaz carbonique, la quantité de gaz d'azote, mais on n'a pas changé les temps d'équilibre à l'autre bout. Les temps d'équilibre sont restés les mêmes ou ont diminué. Et c'est ça la difficulté des humains, c'est que nous sommes trop puissants, trop rapides, nos effets sont trop rapides, nous prenons tellement, nous pêchons aujourd'hui 2 fois plus de poissons qu'il ne s'en reproduit. Vous imaginez, ça c'est des chiffres auxquels vous vous heurtez. C'est pas possible de ne pas vider l'océan quand on utilise, je disais, 6 barils de pétrole pour chaque baril de pétrole qui est extrait des puits aujourd'hui. Toujours, on a ce désaccord énorme qui pointe toujours dans la même direction. C'est la puissance technologique des êtres humains. Nous avons une puissance technologique formidable. Nous sommes capables de prendre du pétrole, de couper du bois, de pêcher du poisson à des vitesses faramineuses, mais qui sont déséquilibrées par rapport au temps naturel de réinstallation des équilibres. Là, si on arrêtait d'émettre du gaz carbonique, ça prendrait, je pense, oui, quelques centaines de milliers d'années avant que l'équilibre se rétablisse. Après la dernière guerre, à peu près,
On voit très bien les courbes de gaz carbonique dans l'atmosphère. Elles sont stables, on a des mesures qui remontent jusqu'à des grandes glaciations. Elles sont à peu près stables depuis 1 million d'années. Puis tout d'un coup, autour de 1960-70, hop, elles montent en flèche. Et c'est justement le moment où... Moi, je me souviens, quand je travaillais à la NASA, il y avait un étudiant avec nous qui s'appelait James Hansen, et on enseignait la physique des atmosphères aux étudiants, et en particulier les modèles d'atmosphère, l'atmosphère de la Terre, l'atmosphère de Vénus. Et on savait très bien à cette période que Vénus avait un effet de serre terrible, que son atmosphère était de gaz carbonique pratiquement à 100%, et que ça produisait un effet de serre qui faisait que la température à la surface de Vénus est de 480 degrés. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'eau liquide, rien. Et Jim Hansen, dans les conversations comme ça, disait, je me demande si le fait qu'on multipliait, c'était une période où le nombre de voitures allait... Il se posait la question de savoir, est-ce que l'augmentation du nombre de voitures ne peut pas avoir un effet global sur la quantité de gaz carbonique qui est émise par ces voitures? Et c'était un sujet de conversation au café. Et puis un jour, il est arrivé, il avait fait des calculs, et puis il nous avait dit, j'ai l'impression que c'est inquiétant. Immédiatement, il a été un peu boycotté, parce qu'il prônait évidemment la diminution, et les grandes compagnies pétrolières se sont associées contre l'idée. C'était la NASA, donc la NASA jouait un rôle assez... Et ils ont mis la pression, et ça s'est poursuivi au temps de Bush. Le gouvernement Bush contrôlait les écrits de Hansen, et son téléphone était... Enfin, il était vu comme quelqu'un de potentiellement nocif. Et ce n'est qu'en 90 ou en 95 que finalement les gens ont commencé à le prendre au sérieux, que c'est passé au-delà du niveau des conversations de café, et qui est né le GIEC et tout ça, c'est autour de cette période. Mais c'est ça, c'est dans ces choses-là qu'on voit tout d'un coup l'impact quantitatif de la technologie humaine. Notre action est à l'échelle de la planète, et elle transforme la planète. Elle transforme la planète d'une façon qui nous est périlleuse et nocive. Par exemple, le réchauffement, l'acidification de l'océan, tout ça, c'est pas bon pour nous. Beaucoup d'espèces animales s'en fichent. Les fourmis ne sont pas inquiétées par l'acidification de l'océan. Les fourmis, elles peuvent vivre jusqu'à 50 degrés. C'est pas un problème. Nous, on ne peut pas vivre à 50 degrés. Vous voyez, ce qu'on fait menace la vie, mais nous sommes une espèce fragile. Toutes les espèces... La règle de la nature, c'est que s'il y a un changement dans le climat, ceux qui survivent sont ceux qui sont capables de s'adapter. Ceux qui ne sont pas capables de s'adapter disparaissent. Ça, c'est la loi de la nature depuis des centaines de millions d'années. Il n'y a pas d'exception, on ne fait pas de cadeau. Les espèces comme les tortues qui ont réussi à traverser toutes les dernières crises se portent très bien. Les espèces qui n'ont pas réussi, on donne souvent en exemple les dinosaures ou les ammonites ou les trilobites, eh bien, ils sont disparus, puis c'est terminé. Justement, c'est que nous ne sommes pas indifférents à quelles sont les espèces qui vont disparaître. Je crois qu'on a toute raison de penser que la vie va continuer sur la Terre. Il n'y a pas de problème. Elle est très robuste, elle est très capable de survivre dans des situations extrêmes. La preuve, c'est qu'elle n'a jamais été éliminée par tous les phénomènes qui se sont passés, les collisions de météorites, les volcans et tout cela. Mais nous sommes une espèce vulnérable.